Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Drive, l'émission de toutes les mobilités connectées sur 01 TV. Absence exceptionnelle de François Sorel aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il sera de retour le mois prochain. Alors au sommaire de ce premier 01 Drive de 2020, toutes les folies du CES de Las Vegas, Fiat, Sony, Mercedes, on va débriefer tout ça avec Dimitri Charitsis. Nous parlerons également des drones volants, cela devient une réalité. Et notre invité, c'est le directeur du centre de recherche d'Uber en France. Un accessoire bien utile pour les motards, un système d'affichage tête haute dans des lunettes dévoilées au CES par une start-up française. Enfin, les véhicules autonomes, là aussi, c'est une réalité qui commence de plus en plus à arriver. Ça pose toujours autant de questions. On en parlera avec notre experte Caroline Nicaise. Bienvenue, c'est 01 Drive. Voilà, c'est le premier 01 Drive de l'année 2020. On est ravis de vous accueillir. 01 Drive, si vous le découvrez aujourd'hui, eh bien oui, c'est l'émission consacrée à toutes les mobilités connectées sur 01 TV. Alors on parle de voitures, bien entendu. On parle de véhicules du présent et surtout du futur, de véhicules connectés, de véhicules autonomes. Et puis on s'intéresse aussi à des tas de choses incroyables comme les nouveaux modes de mobilité, le véhicule autonome du futur, le vélo et puis tout l'écosystème, bien sûr, de ces mobilités. Donc je vous l'ai dit, François Sorel est absent, il est sur plein d'autres dossiers très importants, il reviendra le mois prochain. Et on va évidemment consacrer l'essentiel de ce 01 Drive au CES de Las Vegas qui vient de se terminer, qui de plus en plus est en train de devenir un véritable salon de l'auto. Alors c'est avec Dimitri Charitsis que nous allons débriefer tout de suite les principales innovations et les plus spectaculaires surtout de ce CES 2020. En route pour le futur. Bonjour Dimitri. Bonjour Jérôme, ça va bien? Super, et toi? Dimitri, spécialiste mobilité de la rédaction de 01 Net. Tu étais au CES de Las Vegas. Avec toi? Bien sûr, absolument. Avec une bonne partie de l'équipe de 01. Exactement. Et on a vu cette année encore des tas de choses incroyables. Il y a tout un hall, hein, c'est le hall nord au Convention Center qui est consacré depuis des années. Et une partie de l'extérieur aussi. La voiture prend de plus en plus de place au CES. C'est constant depuis des années et ça s'est encore vérifié en 2020. Oui, on a l'impression que les constructeurs s'intéressent presque plus au CES qu'au salon de l'auto qui peuvent avoir lieu dans d'autres pays, non? C'est sûr que Paris a de quoi être envieux de la présence des constructeurs auto, en tout cas aux États-Unis. Bon, donc plein de belles choses, des choses très réelles, des choses un peu futuristes. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une bonne façon de distancier les deux. Par quoi on commence? Déjà pour un petit bilan, voir déjà l'approche du CES, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que les constructeurs viennent, tu viens de le dire, avec à chaque fois une approche très différente. C'est soit du concept ultra futuriste, quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire complet, soit des concepts qui sont carrément ou quasiment aboutis et qui vont donner lieu à des véhicules qui vont rouler d'ici 2 ou 3 ans. Et cette année, on a eu exactement la même chose avec en plus une petite surprise, on va peut-être commencer par lui, c'est Sony qui lance une voiture. Oui, parce que Sony n'est évidemment pas un constructeur automobile. Non, pas encore en tout cas. On était un peu surpris. Pas jusqu'à la semaine dernière. Oui, pas jusqu'à la semaine dernière, voilà. Mais c'est vrai qu'on était très surpris de les voir exposer un véhicule entier. Exactement. Et effectivement, la première surprise, ça a été de voir un véhicule roulant de la part de Sony, parce que généralement, les constructeurs de smartphones ou de télé s'approchent de la tech embarquée avec, on va dire, des espaces qui ressemblent à des intérieurs de voitures. Là, la voiture de Sony est arrivée sur le plateau, l'énorme scène du CES en roulant. C'était quand même assez impressionnant. Véhicule, donc voilà, c'est un véritable véhicule. Voilà, c'est exactement ça. On a pu rentrer dedans et objectivement dedans, ça a tout d'un véhicule fini. Donc pour le coup, rien à dire. Le travail de Sony et de ses partenaires sur ce coup-là est assez remarquable. Et au final, c'est un des véhicules, c'est clairement la très bonne surprise du CES et vraiment quelque chose de très bluffant. Mais alors pourquoi Sony se lance là-dedans? Est-ce que véritablement ce véhicule a une chance de voir le jour un jour?
Évidemment, c'est une démonstration du savoir-faire de Sony. Oui, c'est une vitrine. Voilà, c'est déjà une vitrine. C'est l'occasion pour le constructeur japonais d'embarquer 33 capteurs différents à l'intérieur, de montrer que les capteurs CMOS peuvent être capables de distinguer ce qui se passe à l'extérieur, même dans des conditions très difficiles, de cartographier, de repérer la signalisation. Bon, bref, tout ça, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est de la démonstration de puissance. À l'intérieur, c'est aussi de montrer que le 360 Real Audio, le système audio de Sony, marche très bien et qu'il offre une spatialisation assez agréable pour tout le monde. Donc tout ça, jusque-là, en termes d'affichage, ils ne sont pas mauvais non plus. Enfin, voilà, ils ont développé une interface propre au véhicule qui permet en fait de déplacer les fenêtres d'un écran à l'autre. Enfin, honnêtement, à l'intérieur, on y est très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai bien aimé alors c'est pas tout à fait nouveau, je crois, mais c'est séduisant. Les rétroviseurs extérieurs qui sont remplacés par des caméras et puis des petits écrans. Ça existe déjà sur des véhicules roulants. Voilà, en l'occurrence, l'Audi e-tron en a. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup mieux intégré avec de la caméra de très bonne qualité. Enfin, voilà, encore une fois, c'est très fort. La véritable question, c'est est-ce que Sony a des velléités sur l'automobile, sur le marché de l'automobile? Alors, on pourrait très vite répondre non, parce que c'est un marché très compliqué, notamment pour les nouveaux entrants. On a vu les difficultés de Tesla. Jusqu'à cette année, alors qu'ils avaient des technos et, on va dire, un discours à part. Alors, on voit mal Sony arriver et tout raser, mais on est quand même surpris de voir Mais quand même, on se pose la question. Oui, et puis surtout, on n'a jamais le discours contradictoire chez Sony. On n'a jamais un non franc de chez Sony. Ils se réservent le droit de poursuivre. Un ballon d'essai, en voilà, fait. Ils se réservent le droit de poursuivre. Alors peut-être de montrer davantage de techno, mais pourquoi pas un jour de montrer un véhicule basé sur cette vision S qui a été montrée là. Quitte à s'associer avec un constructeur. Pourquoi pas? Là, c'est Magna qui s'est occupé de toute la partie, on va dire, moteur, Bosch pour les batteries, il y a du Nvidia dedans. Enfin, voilà, ils ont fait quand même appel à pas mal de spécialistes, mais malgré tout, ça reste un véhicule Sony à bien 50-60%. Incroyable. Voilà pour Sony. Autre annonce spectaculaire. Alors on va passer chez Mercedes. Là, pour le coup, c'est un petit coup de cœur personnel parce que là, on va partir évidemment dans le domaine de l'imaginaire. Le concept AVTR ou Avatar de Mercedes n'a absolument rien d'un véhicule qui va traverser la rue dans les 3 ou 5 ou voire 15 prochaines années. Il se ferait remarquer. Il se ferait effectivement remarquer. Mais là où c'est intéressant, c'est l'approche de Mercedes sur ce véhicule. C'est une approche assez futuriste d'une voiture qui pourrait communiquer avec son environnement. Alors on voit à l'arrière, elle a des petites écoutilles qui s'ouvrent et qui se ferment. Elle réagit quand on la touche. Elle change de couleur. Ça, c'est quoi? C'est purement esthétique? Alors, évidemment, pour le moment, c'est purement esthétique. Mais quand on discute avec Mercedes, eux voudraient que ce système d'écoutilles ait une réelle fonctionnalité à l'avenir. Alors, pour le moment, c'est évidemment du domaine théorique, mais ils voudraient, par exemple, que ça puisse recharger les batteries électriques du véhicule. À très très long terme, voilà, là ça fait partie des concepts les plus fous qu'on ait pu voir, et pour le coup celui-là il est déjà très joli et ensuite assez intéressant dans son approche. Oui, la voiture Avatar. Exactement. Et il y avait James Cameron d'ailleurs qui était venu pour la présenter. Lui en tout cas, toute simplicité. Voilà, lui en tout cas, il convient. Ah mais complètement. il assume complètement la Mercedes Avatar. Ah oui, tu m'étonnes. Mais c'est marrant parce que effectivement, on sent bien que les constructeurs présentent à la fois soit des choses très 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 réelles qu'ils veulent commercialiser après-demain, soit des vues de l'esprit. Puis il y a aussi un petit côté communication. Ça fait toujours une belle attraction sur le stand, etc. Il y a un positionnement très écologique, notamment chez Mercedes, qui communique sur du cuir vegan à l'intérieur, sur des matériaux uniquement recyclés. Voilà, enfin, il y a quand même... Elle a un volant, cette voiture? Elle n'en a pas. Elle n'en a plus, bien sûr. Pourquoi faire? C'est tellement ringard. Évidemment, évidemment. Tellement. Sur le XXe siècle. Voilà, c'est exactement ça. Bon, Mercedes, la voiture Avatar, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiat, c'est ça? Alors, bon, là, on va aussi Fiat. Mais non, on va revenir, comme tu veux. Fiat, c'est très bien, mais on va dire à quelque chose de beaucoup plus concret, nettement moins fantaisiste. Et Fiat, alors c'est pas la première fois, c'est la 120 ou 120 quand on assume un peu moins l'accent italien que moi. Et là, pour le coup, c'est une petite citadine électrique qui est en fait une très bonne nouvelle pour Fiat. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'impression que Fiat repose l'essentiel de son avenir sur la Fiat 500. Donc il développe enfin un autre véhicule électrique. Oui, c'est bien qu'il passe à autre chose. Voilà, c'est plutôt sympa. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait rouler à l'heure actuelle ou pas loin, mais c'est surtout quelque chose qui va servir de base à la future Fiat Panda, qui est un best-seller de la marque. Et donc, du coup, voilà, c'est de là l'intérêt. C'est drôle parce que la Fiat Panda, on n'a pas l'image que ce soit le summum de l'avancée technologique, aussi bien au niveau connecté qu'au niveau automobile, quand même. Non, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et chez Fiat, c'est par les petites voitures. Pourquoi pas? D'accord, donc c'est par le bas, en fait, c'est ça? Exactement. C'est ça l'idée. Enfin, voilà,
on va dire que sur le haut de gamme, ils ont plus de difficultés à s'imposer, Ouais, bien sûr. pour être poli. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes préoccupations, c'est toujours le même discours, c'est demain, la voiture conduira toute seule, donc comment est-ce qu'on va occuper notre temps à l'intérieur? Regardez toutes les belles choses qu'on est en train de nous préparer. Alors, chez Fiat, on n'est pas encore à ce stade-là, parce que justement, c'est vraiment une base de travail pour la Panda, mais c'est le cas, par exemple, chez BMW. Et chez BMW, c'est l'autre... Alors, le concept, il a un nom absolument imprononçable, c'est Interaction Ease. Alors voilà, il faut prendre son souffle pour le dire. Et là, pour le coup, alors on peut accuser BM d'un minimum de fainéantise parce qu'on ne va pas dire qu'ils se sont foulés sur le design. C'est un énorme cube à l'intérieur duquel on a un habitacle de voiture. Et là, pour le coup, l'approche de BM, c'est que fait-on à l'intérieur d'une voiture connectée? Que fera-t-on dans les prochaines années? Et on peut pas vraiment dire qu'il nous est vraiment surpris là-dessus parce qu'il y a des constructeurs comme Panasonic qui bossent déjà sur ce genre de préoccupation. Ça fait quelques années qu'il y a cette préoccupation. Mais le petit plus de BM, le petit plus de ce concept, c'est qu'il y a une IA à l'intérieur qui détecte le regard des occupants. Et qui interprète le regard. C'est-à-dire que si tu fixes, par exemple, très longuement, alors je ne sais pas au bout de combien de temps, mais très longuement, je ne sais pas, les boutons qui correspondent au chauffage, l'IA va te demander si tu veux augmenter ou baisser la température. Voilà, elle est là, la nouveauté chez BM. Enfin, si j'ai envie de monter le chauffage, peut-être que je vais finir par appuyer sur le bouton avant de le fixer pendant 10 minutes. Si bouton il y a. C'est ça la question. Donc voilà. L'IA, elle communique, elle parle aussi. Voilà, a priori, la volonté de BMW, c'est de montrer qu'on pourrait aboutir à ce genre d'interaction entre la voiture et l'homme. Bon, là aussi, ça reste assez éloigné, mais c'est pas la démonstration qui nous a le plus bluffé sur ce CES. En revanche, à l'extérieur du stand BMW, il y avait une petite démonstration d'autonomie niveau 3, et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait avoir dans les futures années, et là, c'était plutôt intéressant. C'était à bord d'une i3 qui avait été complètement restylée pour faire intérieur de chambre d'hôtel, peu importe. Donc la i3, c'est la petite électrique de BM. C'est la petite électrique, voilà. C'est une des premières voitures électriques qui a été commercialisée récemment et qui fonctionne bien. Et là, pour le coup, l'autonomie niveau 3 fonctionne pas mal. On s'installe. La démonstration, elle était accessible à tout le monde. Elle consistait à s'installer à l'arrière de la voiture et celle-ci se faufilait dans un parcours qui était évidemment prédéfini parce que c'est ça l'autonomie de niveau 3. C'est sur un segment dont la voiture connaît plus ou moins les tenants et les aboutissants. Oui, donc il y a encore un volant, on doit encore être vigilant. Alors, l'autonomie de niveau 3, c'est celle qui permet de relâcher l'attention du véhicule pendant un court instant. On en reparlera en détail tout à l'heure avec notre experte. Et dans un cadre prédéfini. Mais effectivement, c'était assez agréable de se laisser porter par la voiture sans rien avoir à faire. Mais ça, c'est un véhicule qui va sortir ? Ah non, la législation n'est pas encore prête pour ça. On en est à l'autonomie niveau 2. Mais l'ABM voulait simplement démontrer qu'ils étaient capables de proposer ce genre de fonctionnalité très rapidement. En fait. C'est une manière de dire nous aussi. Voilà, exactement. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu le concours de muscles. Chaque constructeur doit montrer où il en est. Oui, et puis essayer de faire rêver un minimum, parce que malgré tout, à part l'électrique, il n'y a pas grand-chose qui fasse rêver aujourd'hui dans l'industrie automobile. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors ça c'est très intéressant parce que c'est des choses qui évidemment nous parlent, nous, ça fait rêver comme tu dis, mais au CES il y avait aussi tout un côté, il y avait beaucoup d'industriels qui sont là pour présenter leurs solutions, des lidars, des capteurs, des choses, c'est un peu moins sexy, mais c'est même carrément moins sexy, mais c'est ça aussi qui fait avancer l'industrie. Bien sûr, mais de toute façon le CES c'est pas simplement un salon où on démontre, c'est aussi un salon où on fait du business. Et ces acteurs-là étaient là pour parler à des constructeurs comme ceux dont on vient de parler à l'instant, pour justement nouer des partenariats et aller un peu plus loin dans la voiture autonome ou dans d'autres projets. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, la i3, il n'était pas question qu'ils l'arrêtent, non ? À ma connaissance, non. Qu'ils la refassent, qu'ils en refassent une nouvelle mouture. Il y a une nouvelle version qui va arriver, qui s'appelle Next, c'est basé sur l'i3 et ça s'appellera la Next. C'est juste une mise à jour, c'est pas. Non, c'est un peu plus sérieux qu'une mise à jour. Mais il ne me semble pas qu'elle soit définitivement arrêtée. Non, mais tu as certainement en plus raison que moi sur ce point. Ok, BMW, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous reste Nissan, qui là aussi a présenté un concept à l'air quasiment abouti. Elle aurait pu rouler
dans les rues de Las Vegas que ça n'aurait choqué personne. Et c'est l'Ariya. Et l'Ariya, c'est le futur de l'électrique chez Nissan. C'est celle qui va prendre le relais de la Leaf. Jusqu'ici, Nissan, qui est un des constructeurs majeurs en électrique, n'avait qu'un seul modèle, alors qu'il s'était renouvelé, évidemment. Mais voilà, l'Ariya va prendre le relais. C'est un SUV, parce qu'évidemment, les SUV sont très à la mode. Et donc, un SUV électrique qui devrait arriver très rapidement. L'Ariya sera... entre la Leaf et la Qashqai, quoi, en fait. C'est à peu près de la taille du Qashqai, effectivement. Ouais. Elle aura cette ligne-là ou c'était complètement... Alors, le design a l'air... Enfin, chez Nissan, on nous dit que c'est quasi définitif. Il y aura forcément des petites modifications, mais le design sera celui-là. Et notamment l'intérieur, elle est basée sur un autre concept qui était là aussi très futuriste, qui date de 2017, qui s'appelait le IM10 ou IMX, selon la prononciation. Mais voilà, l'intérieur... Elle est belle, hein? Elle est très sympathique. Elle est jolie, puis bon, c'est à la fois une ligne futuriste et en même temps, comme tu disais, qui nous parle parce que ça ressemble à un véhicule d'aujourd'hui. C'est ça. Alors pour le moment, on sait que la ligne extérieure sera globalement celle-là. On n'a pas encore énormément de détails sur les caractéristiques techniques. On sait que ça sera un bimoteur qui aura à peu près 680 Nm de couple, donc quelque chose d'assez costaud. Ouais. Et quelque chose, a priori, au moins 400 km d'autonomie. Mais c'est le peu de choses qu'on sait sur cette voiture. A priori, elle devrait être révélée, en tout cas dans sa version finalisée, d'ici la fin de l'année. D'accord. C'est amusant parce que finalement, c'est ce qu'on se disait au début, elle a été annoncée au CES de Las Vegas. Elle avait déjà été présentée au Japon. Elle avait déjà été présentée au Japon, mais là, on va dire que Nissan l'assume un peu plus. Il y avait des conférences autour de la voiture pour la présenter davantage. C'était pas simplement tourner autour et voyez comme elle est belle. Ouais. Voilà, on a commencé à parler de manière un peu plus sérieuse sur ce qu'il y aurait à l'intérieur et sur ce qu'elle serait capable de faire. D'accord. Il y a dernier point peut-être qu'on peut évoquer, je pense que ça ne t'a pas échappé, comme à François et moi, c'est l'arrivée de la voix et de la commande vocale dans la voiture. C'est Alexa qui faisait une démonstration avec un mix avec Lamborghini, etc. Exactement. De plus en plus, l'assistant vocal va devenir une interface dans la voiture. Ça fait quelques années que les constructeurs essaient de déployer leur assistants vocaux à l'intérieur. On a le fameux Mercedes et Peugeot, salut Peugeot, mais on ne sait pas encore être au niveau de ce que font Siri, Google Assistant et Alexa. Et donc du coup, pour le moment, c'est des commandes qui se cantonnent à quelques petits réglages, monter ou descendre la température, augmenter le son, mais on n'a pas encore on ne peut pas changer par exemple les paramètres du véhicule avec la commande vocale. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Exactement. Etc. Pour le moment, c'est très timide, c'est un agrément. Clairement, c'est Mercedes qui est un peu plus en avant par rapport aux autres sur ce point-là. Si Google et Alexa arrivent, les solutions propriétaires des constructeurs risquent de se faire balayer, non? Après, ça va dépendre de la... On pourrait imaginer avoir les deux en parallèle. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a plusieurs constructeurs qui proposent les deux. La question, c'est que peut-on faire avec un Alexa qu'on ne pourrait pas faire avec un assistant vocal de Mercedes? Et là, pour le coup, c'est au constructeur de le définir. C'est pas, pour le moment, le peu que j'ai pu essayer de ces assistants vocaux, c'est absolument pas probant. Oui, c'est un peu rudimentaire. C'est gadget et surtout, mais on se rend compte que quand on doit les tester, ces véhicules-là, on joue un petit peu avec l'assistant vocal au départ et au final, au bout de 4-5 jours, on l'oublie. On recommence à appuyer sur les boutons. Quand l'instrumentation et quand l'habitacle, le tableau de bord est bien fait, on va beaucoup plus vite, encore une fois. Ok, parfait, super. Merci beaucoup, Dimitri. C'est moi. Merci pour ce vrai round-up de toutes les innovations en matière de voitures au CES de Las Vegas. À bientôt. Alors, on va rester évidemment dans la thématique du CES de Las Vegas. On débriefe tout ce qu'on a pu apprendre, voir, toucher du doigt sur place. Et on va parler maintenant d'un autre gros morceau qui nous fait rêver, évidemment. Ce sont les taxis volants. Oui, ça y est, ça va peut-être devenir une réalité prochainement. Et pour cela, nous allons recevoir sur ce plateau, ici même, le directeur du centre de recherche d'Uber en France. Et notre invité, c'est François Sillon. Bonjour. Bonjour. Directeur du centre de recherche d'Uber, ou plus exactement Uber Elevate à Paris. La filiale d'Uber, en tout cas, qui s'occupe de ces fameux taxis volants. Alors ça paraît complètement incroyable. Oui, les taxis volants.
apparemment, vont arriver. Vous avez fait l'actualité au CES de Las Vegas en annonçant donc ce partenariat entre Uber et Hyundai. Hyundai en a profité pour présenter donc c'est une maquette de ce drone qu'il va fabriquer notamment pour la plateforme Uber. En quoi va consister ce partenariat ? Alors déjà, Hyundai est un gros constructeur, on le connaît peut-être un peu moins en France, mais un gros constructeur automobile avec des capacités industrielles notamment très importantes. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est que, comme d'autres constructeurs automobiles, Hyundai s'intéresse à des véhicules qui vont maintenant être des véhicules volants. Et donc l'intérêt de ce partenariat, c'est que Uber Elevate, qui développe donc une plateforme, j'y reviendrai, sur laquelle on peut faire voler ces véhicules et pour fournir un service de transport, Hyundai, lui, a la capacité de développer en masse, ou en tout cas en grand nombre, des véhicules volants qui seront des véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical. Donc c'est aussi une nouvelle classe de véhicules finalement, qui ne sont ni des hélicoptères ni des avions, et sur laquelle il y a beaucoup d'effervescence en ce moment dans le monde aéronautique. La portée de cet accord, c'est vraiment que de grands acteurs industriels avec des capacités et une volonté d'investir lourdement dans le secteur s'y intéressent et font des annonces donc, qui vont dans ce sens-là. Alors on a pu voir le prototype, la maquette, mais c'est une maquette en taille 1, oui, donc c'est en taille réelle de cet appareil, qui est quand même assez impressionnant, imposant. Il y a quoi ? Il y a 8 moteurs, je crois ? Oui, c'est ça. C'est ça, il y a 8 moteurs, ce sont des moteurs qui peuvent se mettre donc, en tout cas pour certains, à l'horizontale ou à la verticale, pour permettre aux véhicules de décoller verticalement, c'est l'idée. Alors en fait, si on réfléchit au principe de pouvoir avoir une mobilité aérienne en ville, donc en milieu urbain. Donc déjà, il faut un décollage et un atterrissage vertical. Parce que pour des raisons assez simples, on ne va pas mettre des pistes d'atterrissage et des voies d'approche. Monopoliser le périph' pour s'envoler. Voilà, exactement. Donc ça suppose effectivement d'avoir des rotors qui fonctionnent dans un plan horizontal, un petit peu comme des hélicoptères. D'accord ? Ce qui rend possible d'imaginer de faire ça en ville à relativement grande échelle. Aujourd'hui, on sait qu'avec des hélicoptères, je pense que personne n'a envie d'avoir des hélicoptères partout en ville. Alors, cela parce que dit, c'est extrêmement bruyant. Oui, mais voilà, j'allais vous poser la question. Lourd, voilà. C'est aussi gros qu'un hélicoptère, ce qu'on a vu à Las Vegas. En termes de taille, oui. Mais par exemple, ce qui rend ce sujet maintenant particulièrement pertinent, c'est l'arrivée de la propulsion électrique. Il n'y a pas d'hélicoptère électrique aujourd'hui, d'accord ? Il y a des questions de design aéronautique, mais le fait de multiplier justement les rotors, de faire des rotors plus petits, permet d'avoir sur chaque rotor un moteur électrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça permet plusieurs choses. D'abord, de faire beaucoup moins de bruit. Ensuite, d'avoir une forte redondance, et ça c'est très important en aéronautique, parce qu'un hélicoptère aujourd'hui, c'est un appareil extrêmement complexe, avec beaucoup de pièces critiques. Et donc, si le rotor s'arrête... Et voilà, et ces pièces critiques, du coup, demandent une maintenance et donc une immobilisation de véhicules et des coûts de maintenance extrêmement élevés. Avec l'arrivée de l'électrique, on peut imaginer beaucoup plus de flexibilité d'abord dans le design aéronautique, donc les ingénieurs se régalent, il y a des tas d'options de design du point de vue de l'appareil lui-même, mais surtout ça permet d'imaginer des véhicules qui vont être extrêmement sûrs, puisque finalement la défaillance éventuelle d'un moteur n'est pas grave. Si un moteur, 2 moteurs, 3 moteurs sur 8 ont un problème... en panne, ça n'est pas un problème l'appareil du point de vue de la continue sécurité. À voler. Voilà. Et après, franchement, la probabilité que 3 moteurs tombent en panne, sachant qu'ils ne sont pas couplés, ils ne sont pas directement, elle est négligeable. Donc il y a cet aspect de sécurité, il y a un aspect très important au niveau du bruit. Et donc, ces appareils seront beaucoup moins bruyants. Du bruit, quand on voit les petits drones, ne serait-ce qu'un petit drone, ça fait quand même du bruit, le brassement de l'air. C'est vrai. De toute façon, on va déplacer de l'air et de toute façon, ça ne va pas être des appareils qui vont être silencieux. On ne peut pas dire ça. Par contre, un bruit qui soit cohérent avec le bruit qu'on a aujourd'hui en ville et qui ne rajoute pas un ordre de grandeur supplémentaire, c'est tout à fait atteignable. Et donc, une des choses qui est intéressante, c'est que nous, Uber, qui sommes finalement une plateforme, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à rendre possible ce mode de transport, en particulier en le connectant à d'autres modes. Parce que, je n'ai pas fini mon raisonnement, en fait, pour pouvoir se déplacer en ville, on ne va pas venir, avec un véhicule volant, s'arrêter en bas de chez vous et vous amener exactement là où vous voulez aller. Il faut sortir un petit peu de l'imagerie du film Le 5e élément, etc., où il y a des véhicules absolument partout et où on réplique les embouteillages qu'on a aujourd'hui au niveau du sol en l'air. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Donc vous, l'idée, c'est... L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle des vertiports ou des skyports, c'est-à-dire des gares aériennes, qui soient évidemment multimodales, donc qui soient couplées au transport en commun, à d'autres systèmes de transport qui peuvent être
des taxis, des VTC, des vélos, que sais-je, voilà, et qui vont permettre de faire ce premier et dernier kilomètre. Donc par exemple, j'aurai mon application Uber, Oui. je serai à Orly et je voudrais aller à Roissy, pour parler de la capitale, où ces deux aéroports sont l'un au nord, l'autre au sud. Sur mon application, on m'orientera d'abord vers un VTC voiture, puis ensuite vers un Skyport. Alors, on vous proposera des options Mhm. pour rejoindre le Skyport, disons par exemple le plus proche, d'accord ? Puis un vol qui va vous amener avec un de ces véhicules vers un autre Skyport, puis de nouveau des options pour atteindre votre destination D'accord. finale. Ce qui est intéressant et l'aspect plateforme sur lequel nous, on est pertinent et on sait faire, c'est que pour que tout ça soit économiquement intéressant et efficace, il faut quand même les remplir, ces avions. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des vols pour un seul passager. Donc le prototype que vous avez vu de Hyundai et les autres modèles qu'on imagine prennent de l'ordre de 4 ou 5 personnes à bord. Mhm. Et donc il y a tout cet aspect de mise en correspondance, sans jeu de mots sur les correspondances, mais de pouvoir grouper des passagers qui partagent ce segment aérien. Bien sûr, ce seront des véhicules donc, partagés. voilà, En fait. et avec Ce sera tous- du Uber Pool. D'une certaine façon, c'est du Uber Pool. Et avec tous ces éléments-là, la production en masse par des acteurs industriels de l'échelle de Hyundai, le fait que ce sont des véhicules électriques avec donc plus de pièces, mais qui sont moins critiques, donc Ouais. tout ça fait des coûts de fabrication moins élevés, des coûts de maintenance moins élevés, le fait de partager ces véhicules, l'objectif, c'est que ce soit un mode de transport accessible. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on va inventer Un truc quelque pour chose qui est quelques entièrement happy few, premium pour les ultra-riches ouais. qui veulent gagner du temps en survolant les bouchons. L'idée, c'est vraiment de reporter sur la modalité aérienne une partie des transports, pas tous les transports, on ne va pas remplacer certainement pas tout ce qui se fait aujourd'hui, mais ça permettra aussi de décongestionner puisque il y a une portée ou une longueur de trajet pour laquelle c'est particulièrement intéressant et c'est quelques dizaines de kilomètres, typiquement 40 à 80 kilomètres. En dessous, ça vaut pas le coup, et au-dessus, En c'est dessous, pas on ne faisable. va pas vraiment gagner grand-chose. Au-dessus, on commence à avoir des problèmes puisque ces véhicules étant électriques, c'est la durée, pas de vie, mais D'autonomie. l'autonomie de la batterie Ouais. qui va entrer en jeu. C'est quoi Par contre- l'autonomie? Par contre, tout ça, c'est du trafic aujourd'hui qui contribue beaucoup à la congestion au niveau du sol. Parce que si vous faites un trajet de 80 km, vous gênez, si j'ose dire, le trafic sur l'ensemble de ces 80 km, au détriment des gens qui font peut-être des trajets plus petits. Donc l'autonomie aujourd'hui, c'est justement de l'ordre d'une centaine de kilomètres, sachant que quand on parle d'aérien, évidemment, j'ai parlé de la sûreté, et c'est le premier impératif, et bien, il faut garder un petit peu de réserve, enfin voilà, donc ça veut dire que le trajet utile entre deux Skyports, il est plutôt de l'ordre de 60 km. Et alors, vous parliez de prix. Vous, chez Uber, vous avez bien les pieds sur terre. Vous pensez déjà au modèle économique. Vous avez déjà des prix. Est-ce qu'on sait combien cela pourrait coûter? D'abord, ça va évoluer dans le temps. Donc aujourd'hui, pour vous dire, on a aujourd'hui une expérience, par exemple, qu'on mène à New York, qui essaye de tester un petit peu la possibilité de développer ce service avec la technologie d'aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui, malheureusement, ce sont les hélicoptères. Donc, comme j'ai dit, c'est des appareils qui sont chers, qui coûtent cher à opérer, etc. Mais l'intérêt d'avoir ce type de démarche, c'est de pouvoir tester et développer cet aspect multimodal, comment je vais à la gare ou l'héliport en l'occurrence, et comment ensuite tout ça de façon comment dire, parfaitement Fluide. intégré dans l'application et fluide, d'accord ? Ça permet de tester aussi des options sur justement la tarification. Donc l'idée aujourd'hui, avec un hélicoptère, franchement, c'est trop cher, ça ne peut pas passer à l'échelle, d'accord ? Mais disons qu'un voyage en hélicoptère aujourd'hui coûte typiquement 10 fois plus qu'un voyage en VTC au kilomètre. Je crois que pour reprendre l'exemple entre Orly et Roissy, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. C'est entre 200 et 500 euros, me semble-t-il, pour... Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, j'avoue que je ne connais pas exactement les prix. Mais l'objectif à terme, ce qui est clair dans le modèle économique pour Uber Air, le futur service aérien, c'est que ça devienne un prix qui est comparable au kilomètre à un Uber haut de gamme aujourd'hui sur roue. D'accord ? Et ça, c'est possible, encore une fois, parce que d'un point de vue énergétique, par exemple, souvent les gens se posent la question en disant « mais attendez, on va encore dépenser de l'énergie pour voler, etc. » Mais l'équation énergétique n'est pas la même. C'est-à-dire que pour la bonne distance, finalement, vous dépensez de l'énergie pour décoller et atterrir. Et ça, c'est assez logique parce que l'appareil doit se soutenir lui-même. Comme un hélicoptère, il dépense beaucoup d'énergie juste pour rester en l'air. Par contre, pendant que vous êtes en croisière,
Ouais. Là, vous avez des ailes, vous avez vu le prototype de Hyundai, vous avez des ailes qui vous sustentent, qui vous supportent finalement, et vous bénéficiez de la portance, et donc il y a très peu d'énergie finalement à dépenser. Ce qui fait qu'au total, sur ce type de trajet, la dépense énergétique, elle est vraiment similaire à ce que vous auriez sur un véhicule sur roue, qui lui a malheureusement le frottement sur la route en permanence. Bon, François Sillon, alors la question évidemment c'est quand est-ce que tout cela sera vraiment une réalité, que ce rêve deviendra réalité, et notamment en France? Est-ce que les villes françaises sont dans votre collimateur? Alors, nous, chez Elevate, on a annoncé qu'on allait développer un premier service commercial, donc avec des passagers qui paieront leur ticket en 2023. C'est extrêmement rapide, hein. C'est-à-dire que c'est dans 4 ans maintenant. Quasiment. Voilà. Ça se fera dans 3 villes, donc, qui sont aux États-Unis, donc Los Angeles et Dallas, et en Australie, Melbourne. Après cette première phase et ce premier déploiement, nous, on a vocation partout où c'est possible et partout où il y a un intérêt. C'est-à-dire, ça dépend des infrastructures de transport, ça dépend de l'appétit aussi des villes, des populations, des gouvernements pour développer ces choses-là. Ça dépend aussi de la réglementation qui doit évoluer. Bien sûr. Mais voilà, peut-être en 2024 pour les JO. Il y a eu des annonces, qui ont été faites pas par nous, mais par vous, par RATP, Airbus, et moi je m'en réjouis parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs projets, il faut le dire. Bien sûr, mais ce que ça veut dire, c'est que tout le monde travaille. Il y a une espèce d'effort commun qui doit être fait aujourd'hui pour faire évoluer la réglementation, pour garantir, comme je disais, la sécurité. Parce que ça, c'est toujours le premier, dès qu'on parle quand même de mettre des véhicules en l'air, il y a la sécurité. De voir quelle réglementation et quelle évolution de la régulation va se faire sur la régulation du trafic aérien. Parce qu'on n'y pense pas forcément beaucoup, mais si on commence à mettre des véhicules en l'air, on ne va pas forcément juste compter sur les pilotes pour se voir les uns les autres, etc. Donc il y a beaucoup de défis aujourd'hui, et moi je suis très content que tout le monde s'y attaque. Eh bien très bien, parfait. Merci beaucoup. C'est formidable. Rendez-vous en 2023 aux États-Unis, peut-être 2024 en France pour voir ces premiers taxis volants. Merci François Sillon. Merci. On va revenir sur Terre tout de suite pour parler deux roues et pour parler sécurité pour les deux roues avec une innovation française vraiment intéressante qui a été présentée également à Las Vegas. Voilà, regardez ce que j'ai entre les mains. Vous avez reconnu, c'est un casque de vélo. Et la particularité, c'est cette petite lumière ici qui peut se coller sur n'importe quel casque. En fait, c'est pour les cyclistes, pour leur offrir plus de visibilité. Et c'est français, ça. C'est fabriqué par la société Cosmo Connected. Bonjour, Alexandra Veil. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité dans 01 Drive. Cosmo Connected, une start-up française qu'on connaît déjà, parce qu'en fait, on a déjà un petit peu parlé de votre produit, en tout cas de la version précédente de ce modèle de feu stop pour cyclistes. Vous aviez sorti précédemment la même chose, le tout premier produit, c'était pour les motards, en fait. Et puis là, au CES de Las Vegas, vous avez donc dévoilé la V2 de ce produit. Vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Oui, donc alors, le Cosmo Ride qu'on a lancé en décembre en fait, et donc en fait c'est la V2 de notre produit destiné aux vélos et aux trottinettes. Donc ça reprend le même principe que la V1, à savoir c'est un feu connecté qu'on vient positionner donc soit à l'arrière du casque, soit sur la tige de selle, et donc ça fait feu de freinage. On peut pas se le mettre directement sur la tête, non, c'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Déjà on recommande de porter un casque à vélo, à trottinette, et donc en fait ça fait feu de freinage. Donc il y a un accéléromètre intégré dans le dispositif qui va détecter les variations de vitesse, et donc ça va s'allumer quand on ralentit. Oui, il n'y a aucun câblage, il n'y a aucun branchement. Aucun branchement avec le vélo ou la trottinette. L'accéléromètre est intégré dans le dispositif. Donc ça fait aussi feu de position, feu détresse, mais surtout ça intègre des clignotants. Donc en fait, c'est livré avec une télécommande que vous venez positionner sur le guidon. Et donc, il vous suffit d'appuyer sur la télécommande pour activer les clignotants, pour indiquer que vous tournez à droite et à gauche, ce qui est particulièrement utile pour les cyclistes et les trottinettes qui n'ont pas du coup... C'est visible le jour également ? C'est visible de jour, justement, sur la version 2 de notre produit, le Cosmo Ride. On a particulièrement amélioré la technologie des LED. Donc ça comprend 96 LED. C'est issu de la technologie qu'on utilise dans l'industrie automobile. Et donc ça rend le dispositif beaucoup plus visible de jour comme de nuit. Et on a intégré également un capteur de luminosité qui fait que le produit va s'adapter en fonction de la luminosité ambiante. D'accord, oui, c'est un équipement de sécurité. On est dans la sécurité plus
plus que dans le confort, clairement. On est dans la sécurité, dans la visibilité, car en plus des fonctionnalités d'allumage, donc ça fait détection de chute et alerte des proches en cas d'accident. Donc il est connecté. Il est connecté, donc il est connecté à votre téléphone, il y a une appli. Dans l'appli, vous rentrez les contacts de 3 proches et en cas de chute, ça va envoyer un SMS à vos proches avec vos coordonnées GPS. Donc vos proches peuvent savoir où vous êtes en cas d'urgence. Ça peut être utile, ça fait partage de trajet également, donc ça peut être utile si vous avez des proches ou des enfants qui vont faire du vélo. Donc vous êtes rassurés parce que vous êtes capable de savoir un peu les suivre à la trace, où ils sont en temps réel. Donc c'est vraiment un dispositif complet qu'on peut attacher donc soit sur le casque, soit sur la tige de selle. Et on propose aussi une gamme de casques qui intègre le feu connecté. Ça coûte combien? Alors le feu coûte 69 €. D'accord. Il est vendu aujourd'hui, on le trouve facilement, il est dans la grande distribution. Oui, on l'a lancé en avant-première chez Decathlon au mois de décembre. Et puis à partir de maintenant, vous pouvez le trouver dans les plus gros réseaux de distribution à la fois de sport ou de produits électroniques. Dans le commerce. Et quelle différence avec la version moto? Parce que, à part la taille, visiblement, mais quelles sont les contraintes? Si j'ai à la fois une moto et un vélo, finalement, je ne pourrais pas utiliser le même? Non, pour la moto, il faudra utiliser notre Cosmo Moto. On a des contraintes en moto qui sont quand même différentes qu'en vélo. Donc, on roule à 130 km/h maximum. Donc les étalonnages ne sont pas les mêmes? En fait, le produit, la conception du produit est différente. Donc c'est fait en sorte de résister aux turbulences qu'on peut ressentir sur la route à plus à 130 km/h. Donc, pas plus de 130. Non, pas plus de 130. Non, parce qu'en fait, j'allais dire on a travaillé, on a eu comme ambassadeur Philippe Monneret, qui est dirigeant des écoles de formation Easy Monneret et ancien pilote moto, et qu'il a testé à 360 km/h sur la ligne droite du Mistral au circuit du Castellet. Donc voilà. Mais uniquement sur circuit, 360 km/h. N'allez pas essayer ça chez vous, évidemment. Et il coûte combien le produit moto, même s'il n'est pas. Alors lui, c'est pas la toute nouveauté, ça existe depuis déjà 1 an, 2 ans. Oui, on l'a sorti il y a 2 ans. D'accord. Il coûte combien? Donc là, il coûte 99 €. D'accord. Et on travaille sur une version, une V2, qui va sortir en milieu d'année, donc qui aura un design un peu différent, donc plus léger, plus fin. Et également, on travaille, il sera beaucoup plus visible également, même sur les côtés. Et on travaille aussi sur l'intégration des clignotants. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de clignotant. Pour l'instant, il n'y a pas de clignotant. Moto. Oui. D'accord. Alors, l'autre grosse innovation que vous avez dévoilée au CES de Las Vegas, et qui a plutôt bien marché, je crois, il y avait beaucoup d'animations autour de votre stand, c'est ceci. Voilà, je vais chausser ces petites lunettes. C'est marrant, je peux presque même les mettre par-dessus mes lunettes de vue. Qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Donc, alors, ce sont des lunettes connectées. Donc, en fait, toujours dans l'idée de proposer une solution complète de sécurité, donc à toutes les personnes qui sont en mouvement. Donc, on a développé des lunettes connectées qui intègrent un affichage tête haute. Donc, en fait, il y a un écran connecté positionné à l'intérieur des lunettes qui vont afficher certaines informations à l'intérieur de vos lunettes. Donc, de cette manière, vous pouvez rester concentré sur la route. Vous avez différentes informations qui apparaissent sur l'écran. Donc, vous pouvez voir des informations comme la vitesse, la distance que vous avez effectuée, mais également, parce que toujours dans le but d'offrir une sécurité optimale aux personnes, donc ça intègre également un capteur qui détecte les véhicules. Donc, ça détecte les angles morts. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un véhicule qui arrive près de vous et que vous ne pouvez pas voir, parce qu'il est dans votre angle mort, du coup, vous avez une alerte. Quand même une alerte. Vous avez une alerte qui apparaît à l'intérieur de vos lunettes. Donc ça, c'est une première chose. Et également, en fait, vous avez la possibilité de le connecter avec le Cosmo Ride. Donc quand vous êtes sur votre vélo et que vous activez les clignotants... Oui, ça c'est aussi bien moto que vélo, en fait. Alors ça, c'est plutôt vélo. C'est plutôt vélo, d'accord. Mais quand vous actionnez les clignotants de votre Cosmo Ride, vous voyez le retour à l'intérieur de vos lunettes. D'accord. Un peu quand vous êtes en voiture, vous activez les clignotants, vous avez... Oui, c'est bien, donc vous savez que c'est en fonction, on sait que ça marche. etc. Voilà, tout à fait. Impressionnant. Combien ça coûte, ça? Vous savez, est-ce que vous savez déjà combien vous allez le commercialiser? Parce que c'est pas sorti. Non, c'est pas sorti. On est en train de travailler dessus. Et du coup, ça sera aux alentours de 250 €. OK. Et ça sortirait quand? Alors, ça va sortir dans le courant de l'année, donc d'ici la fin de l'année. Il y a pas mal de technologies dedans. Ça a été développé uniquement en interne, chez vous Alors, on a développé ça en interne, parce qu'on a une équipe d'ingénieurs en interne qui ont développé ça également avec une entreprise qui s'appelle Microled, et qui a développé cette technologie sur leur produit ActiveLook.
Donc on a travaillé en collaboration avec eux pour développer ce produit. Il existe déjà des affichages TTO pour les motards essentiellement, je crois, Oui. des systèmes dans les casques notamment. Ça existe déjà. Ouais. L'avantage de notre produit, c'est que déjà, il sera plus accessible en termes de prix. Et puis également, il est complètement lié à la sécurité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un capteur de détection de véhicules, le fait que ça soit connecté à notre Cosmoride au niveau des clignotants, qu'on ait d'autres infos qui permettent aux cyclistes de rester focalisés sur la route. Ça vient compléter notre offre sécuritaire. L'autonomie de ce petit joujou, vous savez un peu, non? Alors, parce qu'il faudra le recharger tous les soirs ou bien on est faudra parti le pour 8 recharger. jours L'autonomie, on est encore en train de travailler dessus, mais en gros, ça va être 8 heures comme le Cosmoride. Ça fait penser un peu aux ex-Google Glass. Oui, c'est vrai. C'est le même principe, en C'est le même réalité, principe. c'est la même idée. Oui, c'est la même idée. Sauf la caméra, il n'y a pas de caméra en avant. Ouais, voilà, Mais la partie en fait, affichage il y a à eu l'intérieur. énormément d'améliorations qui ont été faites en termes de miniaturisation de la technologie. Pardon. Ouais. Donc voilà, il y a eu pas mal d'améliorations depuis qui ont été faites, ce qui rend le produit beaucoup plus fin et beaucoup plus léger pour être intégré à l'intérieur d'une paire de lunettes, parce qu'au final, il faut que ça reste quand même confortable. C'est vrai que c'est très à porter. léger. Alors, je l'ai essayé tout à l'heure par-dessus mes lunettes de vue. Bon, ça passe, mais c'est pas vraiment oui, ça. Oui, alors voilà, donc en fait, on va travailler également sur Vous la allez travailler un peu possibilité l'ergonomie encore Oui, ou sur la possibilité d'intégrer des verres correcteurs pour ceux qui ont besoin de correction. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est une très belle idée, hein. Superbe. Merci beaucoup. Technologie française, donc Oui. ça a été intéressant pour vous, ce CES de Las Vegas? Oui, ça a été vraiment hyper intéressant. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde sur le stand. On était bien placés cette année. On a eu la visite de Shaquille O'Neal qui est venu essayer nos produits sur le stand. Donc voilà. Et puis plein de contacts au niveau des distributeurs. Super. Vous continuez à creuser votre sillon. Voilà, on continue. Ça existe depuis combien de temps, Cosmo Connected? Alors, la start-up est née en 2015 et ensuite il y a eu 3 ans de recherche et développement avant de lancer notre premier produit pour la moto, le Cosmo Moto. Qui était celui-là là. Qui était celui-là. Et les projets pour le futur? Alors on va continuer à travailler tous les produits de sécurité. Donc en fait notre objectif c'est, outre tout ce qui est B2C, c'est-à-dire équiper les utilisateurs directs, en public, on a une activité B2B qui est importante. On a signé un partenariat notamment avec Uber Eats pour équiper tous les livreurs. Donc que ce soit en France ou aux États-Unis, on a équipé plus de 1000 livreurs aux États-Unis. Donc vous les équipez avec quoi? Avec le Cosmoride. D'accord. Voilà. Donc le feu stop clignotant. Qui viennent positionner sur leur casque. Mais également, on a plein de projets en termes de partenariat, que ce soit avec des constructeurs de vélos, de trottinettes, pour intégrer notre technologie directement dans les véhicules. Également avec les municipalités. Donc ça, c'est un angle important qu'on travaille pour fournir aux municipalités des données sur le comportement des cyclistes, et il y en a de plus en plus, surtout depuis le mois de décembre, sur le comportement des cyclistes, les zones accidentogènes, de manière à ce qu'elles puissent adapter les infrastructures en fonction. Très bien. Voilà. Donc, parfait. Impeccable. Bah, écoutez, longue vie à Cosmo Connected et continuez à nous faire plein de produits comme ça. Merci beaucoup, Alexandra Weil. On va continuer à débriefer le CES de Las Vegas et puis on va se projeter un peu plus dans le futur encore. On va parler tout de suite de véhicules autonomes avec notre experte. Et oui, on va parler voitures autonomes, comme promis, avec notre expert que nous retrouvons chaque mois dans 01 Drive, la directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance, Caroline Niquez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Caroline? Je vais très bien, merci. En ce début d'année, bonne année. Et bonne et heureuse année. On va parler de voitures autonomes, donc. C'était l'un des sujets d'actualité au CES de Las Vegas. Beaucoup d'investissements d'entreprises maintenant qui proposent, non pas des véhicules forcément terminés, mais des technologies qui se préparent pour la voiture autonome, les lidars, les capteurs, les caméras, etc. D'abord, si on rappelait un petit peu les fameux 5 niveaux de voitures autonomes, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a 5 niveaux d'autonomie, et même on parle de véhicules autonomes, on pourrait presque parler de véhicules à conduite déléguée, parce qu'en fait, alors quand on démarre au niveau 0, en gros, on ne délègue rien à la machine, c'est le véhicule, on va dire, traditionnel qu'on connaît. Du siècle dernier. Voilà, pas la charrette, mais presque. Voilà, c'est exactement ça. Et après, on a les niveaux 1 et 2, où là, on est sur des véhicules commercialisés.
où là, on commence à déléguer un petit peu à la machine. Alors, ça peut être le système de freinage, ça peut être le volant, ça peut être... Voilà. Mais le maintien dans la file. Exactement. Par contre, la particularité dans ces niveaux 1 et 2, c'est que le conducteur se doit de rester en vigilance, en surveillance et de maîtriser son véhicule, c'est-à-dire de garder, de reprendre la main le cas échéant. Après, on va arriver sur les niveaux 3 et 4, où là, plus ça va, plus on délègue à la machine. Alors, le véhicule n'ira peut-être pas conduire dans toutes les conditions, c'est-à-dire qu'il fera peut-être au début, peut-être pas les situations d'embouteillage, il pourra peut-être pas conduire dans des situations climatiques un peu compliquées. Oui, il est plus à l'aise sur l'autoroute quand il fait beau qu'en ville quand il pleut et qu'il y a beaucoup de voitures. Exactement. Et puis on arrive au niveau 5, où alors là c'est full autonomie, c'est-à-dire que là, le conducteur ou la personne qui est dans le véhicule peut faire totalement autre chose. Dormir. Exactement, lire, écouter de la musique, voir un DVD, et c'est le véhicule, la machine en fait qui le conduit du point A au point B. Alors ça c'est le rêve évidemment, hein, c'est le Graal, mais on a l'impression que ce Graal s'éloigne de plus en plus et que finalement la voiture autonome qu'on nous promettait là, pour le 21e siècle à coup sûr n'est pas prêt de voir le jour. Comment ça se fait? Alors c'est vrai que c'est aussi un peu un fantasme, hein, le véhicule autonome, on s'imagine plein de choses, on est un peu parfois dans la science-fiction. Dans la réalité, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Donc on est aujourd'hui beaucoup sur le développement du véhicule connecté, avec beaucoup de services et de technologies embarquées. Mais pourquoi c'est pas encore là? Parce que tout simplement, la technologie, il faut qu'elle soit bien au fait et bien fiable et efficace. Il faut quand même vraiment des tas de capteurs, il faut de la puissance informatique pour traiter toutes les informations. Il faut une techno, des algorithmes d'intelligence artificielle qui tiennent la route, il faut des infrastructures, donc comme vous le disiez, des capteurs, il faut également... Il y a une équation économique aussi. Et, tout à fait. Et puis un cadre aussi dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets de responsabilité, d'acceptabilité du véhicule autonome. Et puis quand on dit véhicule autonome, il y a plusieurs types d'usages. Parce qu'en réalité, il y a le véhicule autonome individuel. Alors là, on s'imagine dans son véhicule autonome en mode K2000, on va dire. Mais il y a aussi, surtout, ce qui pourrait arriver un petit peu avant, les flottes de véhicules autonomes. Et puis le transport de marchandises. Donc du véhicule partagé, en fait. Exactement. D'accord. Et par contre, ce qui est en train, visiblement, de se développer, ce sont des véhicules utilitaires, non? Et puis même des camions. Tesla a présenté un camion. Est-ce que le véhicule autonome, ce seront d'abord ce genre de véhicules? Vraisemblablement. C'est un peu ce qu'on voit dans tout ce qui est mobilité, ou même si vous prenez l'exemple des ascenseurs, on commence d'abord avec les monts de charge et puis après on teste avec l'humain. Donc vraisemblablement, les sujets de transport de fret, de marchandises, de logistique vont se développer et on n'est pas encore prêt, en tout cas, à se retrouver dans quelques années avec uniquement des véhicules autonomes autour de nous. D'abord parce qu'il y a aussi des situations de contraste entre les zones urbaines à forte densité et puis aussi les endroits, les territoires un peu moins dense où se posera la question des infrastructures. Donc... Oui. Parce que c'est assez paradoxal finalement, on dit véhicule autonome, mais en réalité ces véhicules ont besoin quasiment d'une infrastructure propre, hein, des marqueurs, une signalétique particulière, des points de repère électroniques, donc il a besoin d'être hyper connecté. Il n'est pas très autonome au fond. Mais c'est très juste de dire qu'en fait on parle de véhicule autonome, mais il n'y a rien de plus dépendant qu'un véhicule autonome, parce qu'il est dépendant, comme je disais, de la donnée. Il lui faut de la donnée, dans ce qui l'entoure, il lui faut des algorithmes, donc de la donnée. Donc oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de prérequis avant de se retrouver dans un monde 100% véhicule autonome. Et ces véhicules autonomes ont besoin en plus de pouvoir communiquer entre eux, c'est ça, hein? Exactement. Dans une ville, de pouvoir savoir où sont les autres. Exactement, et de détecter en fait ce qui se passe autour, de pouvoir réagir, et tout ça, ça demande quand même pas mal de technologie, pas mal d'expérimentation. Ça demande aussi un cadre en fait réglementaire et législatif. Le cadre réglementaire, où en est-il aujourd'hui? Alors, il est posé en fait beaucoup autour de la donnée notamment. Il y a pas mal de questions qui se posent et nous en tant qu'assureurs forcément ça nous interpelle autour de par exemple à qui appartient la donnée. Là la réglementation européenne a tranché sur ce sujet-là. La donnée appartient au conducteur du véhicule. Pour autant cette donnée elle circule dans les propriétaires, les constructeurs on va dire plutôt, les constructeurs de véhicules y ont accès. Et du coup se pose la question de l'accès à cette donnée par des tiers autres, comme les assureurs, par exemple, qui en ont aussi beaucoup besoin pour... C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un accident, pour déterminer les responsabilités, etc. Alors, sur les responsabilités, aujourd'hui, comme on n'est que dans des niveaux 1 et 2 de véhicules, en niveau d'autonomie 1 et 2, le sujet de la responsabilité ne se pose pas trop, puisqu'en fait, comme le conducteur est toujours
je dirais responsabilisés sur le fait d'être en veille et en surveillance, c'est ce qui s'applique aujourd'hui, qui s'applique en niveau. Il n'y a pas de changement. D'accord. Par contre, et dans le futur, est-ce que vous pourrez, par exemple, vous, assureur, vous retourner contre le fabricant du véhicule, contre la société qui a fourni le logiciel, contre la plateforme qui traite les datas, etc. Ça pose toutes ces questions-là. On n'a pas les réponses encore à toutes ces questions-là, mais clairement, les communautés d'assureurs, les communautés, les législateurs regardent tout ça pour définir un cadre. Je pense que ça, c'est très important pour construire aussi la confiance, ce qui est un vrai sujet d'acceptabilité aussi. C'est-à-dire que quand on commencera à avoir des véhicules et à rentrer dans des véhicules de niveau 3, 4, voire 5, je pense que ça posera quand même des questions à l'être humain. Ça va changer votre métier. Mais complètement. Alors après, je dirais que la masse assurable va bouger parce qu'on aura toujours besoin d'assurer du corporel, c'est-à-dire des dommages aux personnes. On aura toujours des problématiques d'incendie, de vol, un arbre qui tombe sur une flotte, sur des véhicules. Donc, mais ça va bouger. Ça va bouger notre business model, ça va changer. Alors, Caroline Nicaise, comme chaque mois, vous êtes venue avec 2 petites startups dans votre besace que vous voulez nous présenter, spécialisées évidemment dans la voiture autonome. La première, c'est Youdelv. De quoi s'agit-il ? Alors, on va partir sur la côte ouest des États-Unis. Youdelv, en fait, c'est une startup qui travaille sur du transport de marchandises en dernier kilomètre. Vous commandez, par exemple, un DVD avec votre appli et le véhicule Youdelv dispose de 18 petits casiers qui s'adaptent à la taille de votre marchandise et va vous livrer, se garer devant chez vous. Vous serez prévenu, vous sortez de chez vous, le véhicule s'ouvre, votre petit casier s'ouvre, vous récupérez votre DVD, vous repartez, vous êtes facturé, c'est le casier Amazon qui se promène. Exactement. Donc pas de chauffeur. Pas de chauffeur. Alors évidemment, pendant les périodes de test, il y a des safety drivers comme dans plein d'expérimentations, mais c'est bien ça le concept. Très bien, donc aux États-Unis. Et puis une autre start-up, c'est Miapod, ça c'est en France. Alors ça c'est en France et c'est une première du côté de Vélizy. Et c'est une navette qui, dans certains quartiers de la ville, permet de transporter des passagers, jusqu'à 6 passagers d'un quartier, d'un point A à un point B dans certains quartiers, et qui roule sur des routes ouvertes, et qui va jusqu'à plus de 20 km/h. Donc on peut dire que c'est quasiment le premier véhicule autonome en circulation en France. Tout à fait. Très bien, ça c'est une réalité. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Caroline Nicaise. Avec plaisir. On vous retrouve comme chaque mois, bien sûr, dans le prochain 01 Drive. Merci d'avoir suivi ce 01 Drive du mois de janvier. Le mois prochain, écoutez, je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais ce que je sais, c'est que François Sorel sera de retour. Merci de nous suivre, à très vite.